Elle avait été attachée à un poteau, à l'entrée même du domaine familial, exposée à tous les regards comme une mise en scène de la honte. Les invités, les domestiques, les voisins, tous la virent ainsi. On murmurait, on baissait les yeux, certains prenaient même des photos en cachette. Pour la famille Dumas, c'était là une manière de préserver l'honneur en humiliant silencieusement celle qu'ils n'avaient jamais vraiment acceptée. Mais une minute plus tard, tout bascula. Son mari fit son apparition. Et le silence tomba comme un couperet. Un silence de glace. Les visages pâlirent. Les vers se figèrent dans les airs. Même les oiseaux semblèrent retenir leur chant. Mais pour comprendre ce moment, il faut remonter aux racines, aux années d'avant, à ce domaine qui, vu de l'extérieur, avait tout d'un joyau de la noblesse française. Le domaine des Dumas, 3 hectares impeccablement entretenus, une allée pavée de pierres importées d'Italie menant à une demeure d'un blanc éclatant, parfaite dans sa symétrie, comme une cathédrale de privilèges. Les passants ralentissaient devant ces grilles forgées, certains sortaient leur téléphone pour capturer l'élégance presque irréelle de la maison. Elle figurait dans les magazines locaux, vantée comme un « pilier de la communauté », un « symbole de grâce et d'altruisme ». Mais pour Élodie, qui y avait grandi depuis l'âge de 5 ans, cette maison n'avait jamais été un refuge. C'était une cage dorée. Froide. Silencieuse. Son tout premier souvenir? Ce n'était ni les moulures baroques, ni le lustre de cristal suspendu au plafond, mais le silence. Un silence lourd, épais, pesant comme un jugement. Le genre de silence qui vous enveloppe pour vous dire sans un mot, tu n'as pas ta place ici. Les Dumas ne l'avaient jamais frappé. Ils ne criaient pas. Non. Ils étaient bien plus raffinés que cela. Ils l'ensevelissaient sous la glace d'une politesse stricte, d'un mépris élégant. Elle avait été adoptée après un accident tragique, sa mère biologique, une pianiste talentueuse et étudiante en fin de cycle, était morte dans un accident de voiture. Son père? Inconnu. Elle avait été confiée aux services sociaux. C'est là que les Dumas, famille respectable mais entachée d'une polémique récente, le juge Dumas avait tenu des propos racistes en public, décidèrent de faire un geste. Adopter une petite fille noire, victime d'un drame personnel, devint leur acte de rédemption publique. Ils la renommèrent Élodie Dumas. Ils lui offrirent une chambre de princesse, une armoire pleine de robes pastel, mais jamais une place véritable à leur table. Ils parlaient d'elle comme d'un trophée. Notre fille adoptive. Avec ce ton distant, condescendant. Elle ne devait jamais les appeler papa ou maman. Et lorsqu'elle essayait, ils la corrigeaient doucement, inlassablement, jusqu'à ce qu'elle apprenne à ne plus essayer. Son enfance fut une mosaïque d'injonctions contradictoires. Elle avait accès aux meilleures écoles, mais pas le droit de participer au club de débat. Ta voix n'a pas l'autorité qu'il faut, lui disait-on. Ses bons résultats? Salués en privé, jamais publiquement. Au gala de charité, elle devait toujours rester 2 pas derrière ses frères et sœurs. Sur les cartes de vœux familiales, on recadrait sa photo ou on l'habillait de couleurs ternes pour mieux la faire disparaître. Chaque mois, ses cheveux étaient défrisés chimiquement. Sa peau comparée à du chocolat ou du café dans des plaisanteries que personne d'autre ne trouvait drôles. À 16 ans, elle cessa de poser des questions. Julien, le fils aîné, était devenu un avocat brillant, mais froid comme l'acier. Toujours vêtu de bleu ou de gris, comme si même la couleur était une offense. Claire, 2 ans plus jeune qu'Élodie, était influenceuse et chroniqueuse. Toujours apprêtée, toujours prête à sourire. Elle appelait Élodie « l'expérience sociale de la famille », avec un sourire trop grand pour être honnête. Tous partageaient une même conviction, Élodie devait être reconnaissante. Pour le toit. Pour l'éducation. Pour le nom de famille. Assez reconnaissante pour rester invisible. Mais en silence, Élodie traçait sa route. Sans fracas, sans scandale, elle avançait. Elle étudia, obtint des bourses, travailla en alternance. Discrètement, elle gérait même la comptabilité de la famille, négligée par leur arrogance. Puis elle fonda une plateforme technologique destinée à distribuer des subventions à de jeunes entrepreneurs issus de minorités. Une réussite modeste, mais authentique. C'est à cette période qu'elle rencontra Julien Hart. Tout commença autour d'une machine à café, lors d'une conférence tech à La Défense. 2 solitaires dans la foule. 2 êtres fatigués des faux sourires et des poignées de main forcées. Il était développeur, brillant, mais ignoré des investisseurs. Elle vit en lui un reflet, un feu intérieur caché sous une façade discrète.
Ils parlèrent longuement. Puis vinrent les messages, les visites, les week-ends et l'amour. Lorsque la start-up de Julien explosa, atteignant des sommets, ils étaient déjà unis par quelque chose de plus profond que le succès. Mais ils restèrent discrets. Élodie savait que sa famille ne l'accepterait jamais. Non pas parce qu'il était pauvre, il ne l'était plus, mais parce qu'il était noir. Et libre. Hors de leur contrôle. Ils se marièrent discrètement à Annecy. Pas de robe somptueuse. Pas de presse. Pas d'invités prestigieux. Juste l'essentiel. Des vœux sincères. Une promesse d'égalité. Et pourtant, ironie cruelle, les Dumas dépendaient plus que jamais d'elle. Le juge Dumas croulait sous les dettes. La société de Claire était en faillite. Élodie, derrière les comptes écrans de sa fondation, paya discrètement les arriérés d'impôts. Elle effaça un second prêt hypothécaire. Elle injecta anonymement de l'argent dans le cabinet d'avocat de Julien. Pas par amour. Mais par nécessité. Pour fermer un chapitre. Pour se prouver, peut-être, qu'en maintenant la maison debout, ceux qui y vivaient finiraient par s'élever. Peut-être. Mais la maison ne changeait pas. Toujours les mêmes murmures. Toujours les mêmes silences. Toujours cette violence feutrée. Jusqu'au jour où tout bascula. Un matin brûlant de juillet. Élodie rentrait d'un chantier, épuisée. Sur son lit, une enveloppe. Une invitation à une garden party de la Fondation Dumas, célébrant leur héritage de générosité. Son nom n'y figurait nulle part. Alors qu'elle avait tout organisé. Elle en parla au dîner. Le juge ne leva même pas les yeux. Pourquoi ton nom y figurerait? Tu n'es pas membre du conseil. Mais, j'ai fondé les partenariats. Ce fonds existe parce que nous t'avons permis d'agir sous notre nom, coupa Claire en tranchant son poulet. Élodie ne répondit pas. Elle se leva. Quitta la table. Et ce soir-là, elle ne dormit pas. Julien lui envoya un message. Tu veux toujours aller jusqu'au bout? Elle fixa l'écran. Longtemps. Puis elle répondit. Oui. Qu'ils montrent leur vrai visage. La réception devait avoir lieu le week-end suivant. Traiteur, musique classique, une liste d'invités tirée tout droit du carnet du gouverneur. Les Dumas répétaient leur discours. Claire gérait les photographes. Julien, lui, révisait les clauses juridiques de non-responsabilité pour éviter toute fuite. Et Élodie? Elle reçut un uniforme beige de serveuse. Et un badge sans nom. Ce n'était pas une robe. Pas même un badge à son nom. Juste une tenue beige, assortie aux nappes, qui semblait dire dès l'instant où on la lui avait tendue, sois utile, mais reste invisible. Elle l'enfila en silence, les gestes mécaniques, l'âme en retrait. Julien avait réservé un vol. Elle avait attendu. Attendu comme on attend un orage qu'on sent gronder depuis des jours, mais que les autres font mine d'ignorer. La maison, elle, brillait de mille feux, aveuglante dans son apparente perfection. Du marbre partout, une musique délicate flottant dans l'air, le champagne coulant à flot. Tout était en place pour une soirée parfaite. Mais sous cette façade lisse, quelque chose se fissurait. Quelque chose d'ancien. Quelque chose de patient. Quelque chose de profond. Et une fois cette chose brisée, rien ne serait jamais plus comme avant. Élodie ne dormit pas cette nuit-là. Pas par fatigue. Non, cette fois, elle était éveillée par une force bien plus vive que le sommeil, la détermination. Une lucidité glaciale qui lui enserrait le cœur. Le matin du gala se leva sous une chaleur suffocante, presque menaçante, comme un présage. Élodie était déjà debout. Non pas parce qu'elle avait des tâches à accomplir bien que ce fût toujours le cas mais parce que le sommeil l'avait désertée. Elle s'assit au bord de son lit, en silence, le regard perdu entre les lames des stores. Le ciel passait lentement de l'indigo profond à un bleu pâle. L'uniforme de serveuse, celui remis la veille, reposait sur ses genoux. Comme un costume d'une pièce qu'elle n'avait plus la force de jouer. En bas, la maison s'animait, pas pressée, voix étouffées, ordres murmurés, va-et-vient des traiteurs et décorateurs. De grandes tentes blanches flottaient paresseusement sur la pelouse. Les verres en cristal étincelaient déjà sous le soleil. Une plateforme circulaire, montée près de la fontaine, attendait les discours et les toasts. C'est là, pensait Élodie, qu'on vanterait une fois de plus l'héritage des Dumas, leur générosité,
leur hospitalité, sans jamais mentionner le fait que si cette propriété tenait encore debout, c'était parce qu'elle, la femme invisible, avait tout sacrifié. Elle traversa la cuisine, ignorée de tous, sauf du chef pâtissier qui lui adressa un bref signe de tête avant de retourner à ses macarons. Un tableau punaisé au réfrigérateur indiquait sa place, poste 4 au service du vin, patio arrière. Aucune mention de nom, seulement des fonctions. Les Dumas n'avaient jamais aimé que le personnel soit trop visible. L'après-midi venu, les invités commencèrent à affluer. Des berlines noires déposaient des femmes en robe pastel, des hommes en tenues estivales élégantes. Ils franchissaient les portails comme on entre en scène, en riant doucement, d'une voix contenue, maîtrisée, celle de ceux qui ont toujours eu le monde à leurs pieds. Élodie prit sa place, main jointe, au bord du patio. Elle attendit. Le signal. Elle aperçut Julien en premier. Il dominait l'entrée, entouré de 2 conseillers municipaux, parlant avec cette aisance née du privilège. Claire marchait juste derrière lui, dans une robe ivoire brodée de fines perles, une couronne discrète dans les cheveux. Elle semblait sortie tout droit d'un magazine. Leurs parents les suivaient de près, le juge Dumas, en costume 3 pièces impeccable, et son épouse, drapée de bleu ciel, un collier de diamants autour du cou. On prononça des discours. On leva des verres. Des photographes capturèrent chaque sourire. On célébra la lignée, la grandeur, la compassion historique des Dumas. Mais personne ne regarda Élodie. Elle passait entre les tables, remplissant les verres, esquivant les regards. Pour certains invités, elle n'était qu'une employée anonyme du traiteur. Un homme lui lança même. Je ne m'attendais pas à ce que le personnel soit aussi exotique, ce soir. Elle ne répondit pas. Elle avait appris, depuis longtemps, que son silence leur était plus confortable que sa vérité. Le soleil commençait à décliner, enveloppant la propriété d'une lumière dorée qui rendait tout plus doux, plus beau. C'est à ce moment-là, alors qu'elle tendait la main pour récupérer une flûte vide, qu'elle entendit le son net et cruel du verre brisé. Une coupe venait de glisser des mains d'un invité et s'était fracassée au sol. Élodie s'agenouilla aussitôt, par réflexe, pour ramasser les morceaux. Ne t'en fais pas, elle a l'habitude de nettoyer derrière les autres, lança Claire d'un ton doucereux, faussement complice. Le rire qui suivit fut bref, pincé, indéniablement cruel. Élodie se releva lentement, des éclats de verre dans la main, le sang perlant au creux de sa paume. Son visage resta de marbre. Elle se dirigea vers la tente de service sans un mot, ignorant les regards moqueurs. Elle passa sa main sous l'eau froide, l'enroula dans une serviette. Ce n'est qu'un instant plus tard que le véritable affront eut lieu. Le juge, peut-être un peu grisé par le champagne ou par l'euphorie ambiante, leva la main et attira l'attention. Nous aimerions faire un petit geste symbolique, annonça-t-il avec un sourire en coin. Un rappel du chemin parcouru, de ceux qui ont porté le fardeau à notre place. Un silence. Juste assez long pour que le malaise s'installe. Qu'en dis-tu, Élodie? Prête pour une petite performance? Avant qu'elle ne puisse répondre, 2 assistants de l'événement s'approchèrent, dociles, inconscients. Ils lui prirent doucement les bras. Ce sera rapide, souffla l'un d'eux, comme si cela comptait. Ils la conduisirent jusqu'à la fontaine, où se dressait une colonne de bois. Un simple décor. Mais ce soir-là, elle allait servir à autre chose, une scène d'humiliation. On la plaça face au public, les poignets liés à la colonne par une corde de soie. Ses bras nus brillaient sous la lumière dorée. Son uniforme pendait sans grâce. Elle restait droite. Silencieuse. Un murmure parcourut la foule. Des rires étouffés. Des téléphones se levèrent. Non pas, jurerait-il plus tard, pour se moquer, mais pour immortaliser l'instant. Claire pouffa en sirotant son verre. Julien roula des yeux, lançant à son voisin une remarque cinglante sur le besoin pathétique de sa demi-sœur d'avoir toujours le dernier mot. Le juge leva de nouveau son verre. Une piqûre de rappel, de tout ce que nous avons accompli. Un rire, plus franc cette fois. Mais Élodie ne les voyait plus. Elle fixait l'horizon. Elle sentait la corde contre sa peau, la sueur couler le long de son dos, et un goût métallique lui emplir la bouche. Elle vibrait de honte. Chaque fibre d'elle-même hurlait. Mais elle ne leur donnerait rien. Elle leur avait tout donné. Des années de sa vie. Elle avait payé leurs dettes, sauvé leur image. Et en retour, il lui offrait, ça. Une vitrine. Une leçon. Un trophée de douleur polie pour briller en société.
Elle attendait. En silence. Jusqu'à ce qu'il arrive. Elle ne vit pas tout de suite la voiture, mais elle reconnut le son du moteur, grave, feutré, étrangement solennel. Une Rolls-Royce noire s'immobilisa lentement, délibérément, au bord du jardin. Le silence tomba. Les conversations moururent. Les couverts cessèrent de tinter. Le chauffeur descendit, ouvrit la portière arrière. Julien-Henri Marchand sortit. Il avançait comme une tempête contenue. Un homme sculpté dans l'orage, vêtu d'un costume bleu marine, taillé comme une seconde peau. Son regard balayait la foule, glacé, déterminé. Puis il la vit. Élodie. Toujours attachée. Toujours debout. Toujours nue de dignité. Il ne dit rien. Il marcha, droit vers elle. Et chaque pas effaçait un peu plus le mensonge de cette soirée. Ils comprirent, d'un seul coup, qu'ils étaient en présence de quelque chose ou plutôt de quelqu'un bien au-delà de tout ce qu'ils avaient pu imaginer. Lorsqu'il atteignit la fontaine, elle ne bougea pas. Il s'agenouilla lentement, solennel, comme devant un autel oublié. De l'intérieur de sa veste, il sortit une lame fine, presque cérémonielle, et d'un geste délicat, trancha la soie qui entravait son poignet. La corde glissa lentement, comme si elle-même était soulagée de tomber. Il prit sa main avec une tendresse infinie, comme on recueille une chose sacrée. Il observa sa peau rougie, écorchée, comme un parchemin marqué d'un silence trop longtemps gardé. Puis, avec une lenteur presque irréelle, il y déposa un baiser. À cet instant précis, tout le monde comprit. Non plus avec les yeux, ni même avec la raison, mais avec cette vérité viscérale que rien ne peut contester. Le juge fit un pas en avant, la bouche entr'ouverte, incapable de formuler ce qui pourtant brûlait sur ses lèvres. Mais la voix de Julien fendit le silence comme une épée. Cette femme est ma femme. Le souffle de stupeur fut immédiat, brut, comme un feu incontrôlable se propageant sur des feuilles sèches. Un murmure traversa la foule, suivi d'un silence plus lourd encore. « Je veux savoir, reprit-il, qui ici a cru qu'il était acceptable de l'attacher à un poteau comme une bête ? » Aucune réponse. Claire, un verre de vin à la main, le tenait si fermement que le liquide tremblait. Julien, lui, recula d'un demi-pas, trahi par son propre corps. Élodie, elle, restait muette. Pas par peur, mais par calme. Julien se redressa à ses côtés, sa présence une déclaration à elle seule. « Ça s'arrête ici, dit-il. Vous avez 15 minutes pour rassembler vos affaires et quitter cette propriété. » Le juge cligna des yeux. « Quitter ?» Julien le fixa droit dans les yeux. « Vous ne la possédez plus. » Il plongea la main dans sa veste et sortit un document. « Il y a 3 mois, cette maison a été saisie. Impôts impayés. Hypothèque échue. Appel désespéré aux créanciers. Elle les a tous pris en charge. C'est elle qui a sauvé cette maison. Avec ses économies d'université, son fonds d'urgence. Elle a vendu sa voiture. Elle a sacrifié son avenir pour tenter de sauver le vôtre. Et lorsque la banque a finalement lancé la procédure de saisie, ce n'est pas pour demander de l'aide qu'elle m'a appelé. C'était pour me demander de la racheter discrètement, afin que vous ne perdiez pas la face. » Il tendit le document au juge, dont les mains tremblaient. « Regardez bien. C'est votre signature. » Le silence s'épaissit encore. Il devint presque une matière, palpable, lourde. La foule, mal à l'aise, commença à remuer. Julien se tourna de nouveau vers elle. « Vous n'avez pas élevé un échec, dit-il. Vous avez élevé une femme. Une femme qui a tenu cette maison debout pendant que vous la méprisiez. Une femme qui a payé vos dettes. Une femme que vous avez humiliée aujourd'hui, sur cette terre qu'elle a sauvée. » Il n'éleva jamais la voix. Il ne lança aucune insulte. Il dit la vérité, simplement. Et cette vérité résonna plus fort que n'importe quel cri. Personne n'osa répliquer. Élodie se tenait là, libre de ses mouvements, mais plus forte que jamais. Et ceux qui croyaient l'avoir brisée commençaient déjà à battre en retraite, confus, désemparés. Il y avait dans l'air une étrange immobilité, celle qui survient après une explosion. Un calme suspendu. Les invités semblaient figés, une fourchette à mi-chemin des lèvres, un verre incertain entre les doigts. Le soleil, lentement, s'inclinait, projetant des ombres longues et désolées sur la pelouse parfaitement tondue. C'était comme si même le temps s'était arrêté, retenant son souffle. Julien, à côté d'Élodie,
se tenait droit, paisible. Il n'avait pas besoin d'éclat pour dominer la scène. Sa présence seule suffisait. Silencieuse. Inébranlable. Son costume bleu nuit lui allait comme une armure taillée sur mesure. Ses mains, fermes et calmes, tinrent l'acte de propriété qu'il remit à celui qui, pendant plus de 20 ans, avait usurpé le titre de père. Le juge Dumas, jadis figure redoutée des tribunaux, affiché sur des panneaux électoraux comme un parangon de justice, ressemblait à présent à un homme effondré, perdu dans un monde qu'il ne contrôlait plus. Il déplia lentement le document, espérant sans doute y lire autre chose. Mais non. Sa signature était bien là. Son adresse. Le sceau officiel de la vente, transféré à une société écran qu'il avait prise pour un investisseur providentiel. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun mot ne sortit. À ses côtés, sa femme s'empara du papier, le lut fébrilement. Ses yeux se plissèrent. Puis elle leva les siens, affolée, comme une noyée cherchant la surface. « Vous nous avez piégés, murmura-t-elle. Vous nous avez piégés. » Et pour la première fois, la voix d'Élodie s'éleva. Non pas pour crier, ni pour accuser. Mais pour poser, avec calme et fermeté, une vérité longtemps refoulée. Non. Je vous ai sauvé. Elle planta son regard dans celui de sa mère. Cette femme qui lui avait appris à bien s'asseoir mais jamais à se tenir debout. Et vous, vous m'avez appris à danser autour d'une barre. Cette phrase tomba comme une sentence. Une gifle silencieuse. Dans l'assemblée, personne ne parla. Même les convives qui riaient quelques minutes auparavant restaient figés, le visage fendu par la honte. Ils comprenaient trop tard que le spectacle dont ils avaient ri n'était autre qu'une crucifixion. Julien avança, non vers le juge ou son épouse, mais vers les autres. Il les balaya du regard, un à un. « Que les choses soient claires, dit-il. Cette femme a tout sacrifié pour protéger ceux qui ne l'ont jamais protégée. Elle n'a pas agi pour la gloire. Ni pour la reconnaissance. Elle l'a fait parce qu'elle croyait encore en la famille. » Il s'interrompit un instant, puis ajouta. « Et quand la saisie a été actée, elle n'est pas venue me voir en panique. Elle est venue avec un plan. Elle m'a demandé d'acheter la maison. Sans que mon nom apparaisse. Pour que vous gardiez votre dignité. Ce n'était pas la froideur d'un règlement de compte. C'était autre chose. Une chaleur étrange, presque douce. Comme un air nouveau qui se faufile dans une pièce longtemps close. Un air qui permet enfin de respirer. Élodie se tenait maintenant sur le seuil de la terrasse. Sa main posée dans celle de Julien. Autour d'eux, la scène du gala s'effritait. Chaises bancales, verres à moitié pleins, châles oubliés, comme les restes abandonnés d'une pièce que personne n'avait envie de rejouer. La fontaine du jardin murmurait encore, mais son chant semblait plus doux. Plus libre. La colonne de bois, celle à laquelle on l'avait attachée, penchait un peu. Sa corde de soie était enroulée à son pied, inoffensive. Julien s'en approcha sans un mot. Il la ramassa, la regarda un instant, puis alla la jeter dans une poubelle près du portail. Pas de cérémonie. Pas de rage. Juste un acte simple. Un point final. Élodie l'observait. Les bras croisés, non par défi, mais par réflexion. Elle avait imaginé ce moment des centaines de fois. Elle avait cru que la liberté serait bruyante. Triomphante. Accompagnée d'applaudissements ou d'un cri libérateur. Mais ce qu'elle ressentait, maintenant, c'était le calme. Pas le calme vide de l'oubli. Mais celui, profond, qui suit une tempête. Le calme d'un premier souffle. D'une première existence. Julien revint près d'elle, posa une main douce au bas de son dos. « Tu pourrais vendre cet endroit, dit-il. On pourrait partir. Paris. Annecy. Acheter un terrain dans les Cévennes. Construire quelque chose, de rien. » Elle sourit. Un sourire vrai, sincère. « Tu sais que je déteste la neige. » Il rit, doucement. Se pencha contre son épaule. « Alors, oublions les Cévennes. » Ils s'assirent ensemble sur le banc de pierre, sous la pergola, baignés des derniers éclats dorés du soleil couchant. Élodie leva la tête vers le ciel. La chaleur du soleil sur sa peau lui semblait différente. Moins comme une épreuve. Plus comme une promesse. Pour la première fois depuis longtemps, elle n'était ni en fuite, ni en attente. Elle était libre.
Pendant des années, elle avait appris à se faire petite. À mesurer ses gestes. À choisir ses mots avec soin, comme on choisit les armes dans une bataille silencieuse. Elle surveillait sa posture, modulait sa voix pour ne pas trop déranger, pour être entendue sans jamais être perçue comme trop. Mais ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, elle ne jouait aucun rôle. Elle n'attendait pas de critiques, ne cherchait plus à plaire. Elle était simplement présente. Et cela suffisait. « Tu te souviens de notre rencontre ?» demanda-t-elle soudain, la voix douce comme un souvenir qu'on effleure. Julien hocha la tête, un sourire tendre naissant au coin de ses lèvres. « Bien sûr. Tu avais 2 emplois, tu poursuivais des études du soir, tu gérais les impôts de ton père, et tu veillais à ce que ta mère prenne ses médicaments. Et toi, tu vivais au-dessus d'une librairie, répondit-elle en souriant, te battant pour une start-up dont personne ne voulait. Personne sauf toi. » Elle se tourna vers lui, cette fois entièrement, vulnérable et vraie. « Je n'ai pas vu un milliardaire, ce jour-là, murmura-t-elle. J'ai vu un homme qui écoutait. Un homme qui me regardait dans les yeux sans chercher à me réduire. Un homme qui n'a jamais exigé que je me fasse petite pour exister à ses côtés. » Julien prit sa main, la serra entre les siennes avec une infinie douceur. Aucun mot ne fut prononcé pendant un long moment. Mais ce silence n'avait plus rien à voir avec celui qu'elle avait enduré dans cette maison pendant des décennies. Ce silence-là ne jugeait pas, ne blessait pas. Il n'étranglait pas comme une corde. Il était vaste et doux, comme une pièce sans mur, un espace où elle pouvait respirer. Elle posa sa tête sur son épaule, dans un geste d'abandon rare. « Je veux recommencer, dit-elle. Si doucement qu'on aurait pu croire à un soupir. »« Alors dis-le, répondit Julien, et on la construira, cette nouvelle vie. De toutes pièces. Sans chaîne. Sans besoin de se justifier. Plus jamais. » Ils restèrent ainsi, enlacés dans la lueur décroissante du jour, jusqu'à ce que le ciel devienne indigo et que les cigales commencent à chanter dans les arbres. Quand ils se levèrent enfin, ce ne fut ni avec hâte, ni avec lassitude, mais avec une sorte de direction nouvelle. Ensemble, ils traversèrent la maison comme des explorateurs dans une terre oubliée. Tout semblait identique, le lustre dans le hall, les comptoirs de marbre, la longue table à manger, et pourtant, tout avait changé. Cette maison n'était plus leur cage. C'était devenu leur terrain. Dans le salon, Élodie s'arrêta. Des verres à vin vide traînaient encore sur les tables, des serviettes en papier froissé jonchaient le sol, des assiettes à dessert reposaient sur les accoudoirs comme les restes d'un festin auquel personne n'avait jamais vraiment participé. Elle s'approcha de la cheminée, attrapa un cadre photo. C'était un vieux portrait de famille, ses frères et sœurs dans des habits impeccables, sa mère en robe pastel, le juge raide, campé dans son autorité. Et Élodie, légèrement excentrée, souriant trop fort dans une robe choisie par quelqu'un d'autre. « Garde-le, dit Julien derrière elle, la voix posée. Elle observa encore un instant le cadre, puis le retourna face contre table. « Non. Ce n'est plus moi. » Le lendemain matin, Élodie se réveilla les fenêtres ouvertes. L'air sentait l'herbe mouillée, les oiseaux chantaient. Elle resta allongée, une main posée sur sa poitrine. Et pour la première fois depuis si longtemps, elle ne sentit ni tension, ni alerte. Aucune peur du prochain ordre, du prochain reproche glacé. Dans la cuisine, Julien avait déjà préparé le café. Il lui tendit une tasse, en silence, comme si ce quotidien partagé avait toujours été le leur. Elle s'assit au comptoir, le regarda casser des œufs tout en fredonnant sans mélodie. Ils ne parlèrent pas. Ils n'en avaient pas besoin. Ce silence-là était plein. Cette semaine-là, ils commencèrent à vider la maison. Elle ne versa pas une seule larme. Elle n'avait plus de deuil à porter, seulement une clarté nouvelle. Ensemble, ils emballèrent les affaires de ses parents en les verres en cristal, les vieux journaux juridiques, les trophées de Claire. Ils les déposèrent dans un garde-meuble, non pas par attachement, mais parce que le passé n'avait plus de pouvoir sur elle. Dans le grenier, ils retrouvèrent ces vieux carnets, recouverts de poussière, cachés derrière des décorations de Noël. Elle en ouvrit un au hasard et tomba sur une page titrée « Ce que je ferai quand je serai libre », écrite au stylo vert. Julien lut par-dessus son épaule, sa main frôlant la sienne. Apprendre à peindre un coucher de soleil, lut-il à voix haute, un sourire se dessinant. Je n'ai jamais prétendu que c'était de grands rêves, répondit-elle en riant. Juste, les miens. Alors allons acheter de la peinture. Ils transformèrent l'ancien bureau en atelier. Julien construisit des étagères.
Elle les remplit de pinceaux, de toiles, de pigments qu'elle ne s'était jamais autorisée à effleurer. La première chose qu'elle peignit ne fut pas un coucher de soleil. C'était la vue depuis la terrasse arrière, le jardin paisible, le ciel dégagé, la colonne effondrée. Un paysage redevenu vivant. Le soir, il dînait à la grande table en chêne, autrefois théâtre de silence cruel et de regards tranchants. À présent, elle accueillait des bougies, du pain chaud, une musique discrète et des conversations tendres. Il riait non parce que tout était parfait, mais parce que tout était vrai. Un soir, Julien rentra, un trousseau de clés dans la main. Il le déposa dans la paume d'Élodie. « J'ai acheté un chalet. Un endroit un peu perdu, sans voisins, juste les arbres, les étoiles, et nous. Pour les jours où cette maison pèsera trop. » Elle regarda la clé longuement. « Tu ne veux pas fuir, hein? » « Non. Je veux juste que tu saches que tu as des choix maintenant. Pas des chaînes. » Ce soir-là, elle se tint sur le perron arrière et observa le jardin. Il ne ressemblait plus à une scène de crime. C'était de la terre, vivante. Et pour la première fois, elle ne le vit plus comme le lieu de son supplice, mais comme celui de son renouveau. Quelques mois plus tard, une lettre arriva. Une invitation aux fiançailles de Claire. Son nom était mal orthographié, l'enveloppe adressée à « Mademoiselle Kingsley ». Julien la lut, haussa un sourcil, et la lui tendit. Elle sourit. « Je n'irai pas. » Il acquiesça. Elle se dirigea alors vers son bureau, en sortit une photo. Celle d'elle et Julien, bras dessus bras dessous, rayonnant, à la conférence mondiale de l'innovation, le jour où il avait reçu un prix. Elle signa le dos avec un stylo argenté. « De la fille inutile que tu as élevée. Merci de m'avoir libéré. » Elle glissa la photo dans l'enveloppe, la scella, et l'envoya. Sans trembler. Sans colère. Sans regret. Désormais, le matin, elle arrose ses plantes, pieds nus sur le carrelage frais. Elle prépare le café pendant que Julien chante faux dans le bureau. Elle respire sans peur, sans attente. Sa vie est simple, mais pleine. Silencieuse, mais vivante. Car la fille qui autrefois priait, ligotée au fond d'un jardin, pour qu'on l'oublie, n'habite plus cette maison. À sa place vit une femme. Une femme aux mains tachées de peinture, le souffle libre, le regard tourné vers un avenir qui, enfin, lui appartient. Et si Élodie pouvait murmurer une seule chose à cette fille du passé, à ce cœur tremblant, à ce poignet blessé, ce serait: tiens bon. Ce n'est pas fini. Ton plus beau chapitre n'a même pas encore commencé. Si ce récit vous a touché, abonnez-vous pour en découvrir d'autres tout aussi poignants. Et surtout, partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin.